Donc, j'appelle la première communication de l'après-midi. Concernant les statues menhirs, je relis le titre. Elle est donc présentée par une trilogie, Anna Ferraz, Pascal Tramone et André Dana. Et le titre de cette communication, j'ai pris le nom d'Askelon et je suis revenu. Les statues menhirs de Cahors, il y a trajet des hommes, itinéraire des symboles à la fin de l'âge du bronze. Hein? Alors, où sont les intervenants? D'accord. Du coup, c'est moi qui dois le tourner. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous arrivez à bien voir le PowerPoint. Alors, il manque un petit quelque chose. Je croyais qu'il s'agissait d'un continent inconnu, mais c'est peut-être un limité. Voilà. En fait, c'est donc une présentation au nom de 3 personnes. Donc, je vais beaucoup me référer à ce qui est écrit sur mon papier. Je reprends. Donc, c'est une communication au nom de 3 personnes. Je vais donc me référer beaucoup à ce qui est écrit parce que c'est quelque chose qu'on a pu faire ensemble. Voilà. Donc, vous pouvez m'excuser, ce ne sera pas très dynamique. Je vais rester concentrée sur ma lecture. Donc, pour commencer, donc, la connaissance du mégalithisme en Corse a fait de considérables progrès à la suite des opérations archéologiques réalisées sur le plateau de Cahors et à Sartène. Donc, on connaît mieux maintenant la chronologie, l'organisation architecturale, les schémas et les contextes d'implantation des monuments, et en particulier des architectures des pierres dressées. Donc là, je tiens à préciser que même si cette communication est au nom de 3 personnes, l'équipe qui a fouillé à Cahors, qui était donc à la base de tous ces progrès, et c'est une grande équipe. Il y a des gens qui sont ici présents, qui ne sont pas forcément... avec qui on n'a pas préparé cette communication, mais qui sont évidemment au cœur de cette équipe-là. Donc il y a Kevin, il y a Laurent Spinet qui est ici, il y a Florian Soula, il y a Thibault Lachenal, donc il y a pas mal de monde. Vous avez tous participé forcément à ces travaux-là, et voilà, et je tiens à le préciser. Donc, l'aspect iconographique des statues menhirs, donc qui est relativement bien connu depuis les travaux de Roger Grosjean, n'était pas une priorité de ces opérations. Il a été cependant rappelé que dans le sud de l'île, si elle représente un guerrier armé sur la face orientée à l'est et le soleil levant, l'autre, la face ouest donc, figure un membre viril en érection tourné vers l'ouest. Donc plusieurs indices laissent supposer qu'il pouvait s'agir de représentations de verges circoncises. Ces observations n'ont pas fait l'objet de développement jusqu'ici. Il s'agit donc d'examiner cette hypothèse et ses implications relatives à la signification de ces statues. Donc, parfait. Les statues menhirs corses constituent une particularité au sein de l'art anthropomorphe néolithique et protohistorique, autant qu'en sein du mégalithisme corse et méditerranéen. Leur iconographie est originale et leur chronologie est particulière. Elles sont relativement bien connues et ont fait, depuis leur identification et première description l'objet de discussions quasi permanentes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à savoir qu'est-ce qu'elles peuvent signifier, qui sont ces personnes, etc. Dans ce contexte, l'ensemble de Cahors et à Sartène, que vous avez sur la carte en haut, fait aux figures de sites majeurs depuis plus de 50 ans et a largement contribué avec Philétose à la définition et à la connaissance du mégalithisme et des statues menhirs. Entre 1994 et 2014, des opérations archéologiques réalisées sur les sites mégalithiques du plateau de Cahors
ont conduit à plusieurs avancées majeures pour la connaissance de la préhistoire corse. Ainsi, la chronologie de l'apparition du mégalithisme, coffre et pierres dressées pendant le néolithique moyen, a été largement documentée et précisée. Pour ce qui concerne les statues menhirs de l'âge du bronze, leur chronologie a été confirmée par les mobiliers et par les données stratigraphiques et radiométriques. Le contexte d'implantation de ces statues menhirs a aussi été précisé. Leur signification globale a été approchée donc, par des articles et dans les rapports de fouilles, mais l'étude de leur iconographie, qui n'a jamais été une priorité pendant la fouille et pendant ces recherches-là, n'a pas été développée. Il a cependant été remarqué à plusieurs reprises que si leur équipement guerrier, donc épée, poignard, casque, cuirasse, avait largement retenu l'attention, donc toute cette question de l'apparence guerrière, l'aspect phallique, qui a été mentionné plusieurs fois, n'a jamais fait l'objet d'une analyse précise, en dehors de quelques remarques générales. Donc, dire si oui ou non s'il y a un aspect phallique à ces statues menhirs. Donc jusque-là, tout le monde semblait être d'accord. Donc, en dehors de l'hypothèse historique de Roger Grosjean, la fameuse théorie des Chardanes, les statues menhirs de Corse n'ont pas fait l'objet de propositions interprétatives développées et argumentées. Donc si l'hypothèse de Grosjean a été largement critiquée jusqu'ici, il y a en dehors de cette théorie-là, peu de propositions pour identifier les personnages figurés. Et il n'y a pas une argumentation détaillée expliquant qui ils pouvaient être. La meilleure hypothèse, selon nous, peut donc ressembler à un retour à la théorie de Grosjean, modifiée bien évidemment en fonction des nouvelles connaissances. Sur la base de ces observations, nous proposons deux hypothèses de travail que nous allons donc développer. La première, c'est, nous sommes donc d'accord que le dos des statues menhirs peuvent aussi représenter des vues supérieures de verges. Et l'hypothèse 2, il s'agit de figurations anatomiques relativement précises de verges circoncises. Donc, on va donc développer la première de ces hypothèses de travail. Donc, le dos des statues menhirs représente aussi une vue supérieure d'une verge. Donc, quand on observe, pour ce premier point de vue, il s'agit d'identifier les caractéristiques anatomiques fortes qui sont reliées à cet organe sous cette vue, donc une vue supérieure. Donc, on a donc le corps du pénis, ce qu'on appelle le sillon banano-préputial, je ne sais pas si... Donc, le sillon banano-préputial ou le col du gland, le gland, et le nerf pudendal ou le nerf dorsal. L'observation de dos des statues menhirs nous permet de pointer l'ensemble de ces caractéristiques. Donc, le corps du pénis qui serait donc le fût, le sillon banano-préputial, donc le repli de ce qu'on appelle souvent le casque, ou le haut du cou, le gland, donc qui serait donc le sommet de la statue menhir, et le nerf dorsal, ou le nerf pudendal, qui serait donc la colonne, mais ici figurée en creux et non pas en relief. Donc c'est pas la première fois quand même qu'on représente des choses en creux qui sont censées être en relief. On constate donc sans équivoque, pour nous, que le fût, le corps du pénis ou la tête et le gland, il y a l'absence de la représentation du prépuce, qu'il soit tendu, donc dans cette zone-là, qu'il soit tendu ou replié. Donc pour nous, ça constitue un argument en faveur de la représentation de verges circoncises. Donc c'est quand même quelque chose que nous allons développer. Et on n'a pas de vidéo, mais concernant cette... c'est dommage, mais... Donc, je tiens à préciser que c'est des images purement médicales, que... J'ai essayé de faire avec des illustrations, tout simplement, mais c'est déjà difficile à trouver, parce qu'il n'y a pas forcément d'illustrations, des dessins qui serviraient à ce propos-là. Et puis, ça reste une réalité, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. On peut dire des bêtises tout le temps. Donc, concernant ce deuxième point, il y a quand même quelques rappels qui sont nécessaires. Donc, le mot circoncision s'appelle donc à la découpe du prépuce, le prépuce qui est donc un manchon cutano-muqueux qui recouvre le gland. Il s'agit de l'extension du fourreau pénien
qui va se replier sur lui-même après avoir dépassé le sommet du gland. Et il se termine au niveau de la couronne, donc voilà, la couronne du gland. Quand il y est, donc il se termine à ce niveau-là. Et donc cet endroit particulier, c'est ce qu'on appelle le sillon balano-prépucial. Donc sur la partie inférieure de la verge, il y a le prépuce qui est amarré au gland par le frein du prépuce. Donc on remarque ici sur ces images parlantes qu'en cas de circoncision, le gland du pénis est visible en toute circonstance, que ce soit au repos ou en érection. Donc vous avez à votre droite un pénis qui n'est pas circoncis, donc avec le prépuce replié au pas, qu'il soit au repos ou en érection. Le gland peut ne pas être toujours visible. Par contre, le sillon, lui, il disparaît en cas de non-circoncision. Donc, en cas de circoncision et lors d'une érection, le sillon et le col du gland est systématiquement visible. Donc, qui plus est, si la circoncision a eu lieu à l'âge adulte, cet acte va rester visible, donc soit par des sutures cicatricielles ou un aspect différencié de la peau sur le corps du pénis. Donc, c'est ce qu'on appelle la kératinisation de la peau qui va s'opérer beaucoup plus vite lorsque la circoncision a lieu à un âge très jeune. Donc, forcément, on le fait sur le tard, ça restera toujours visible. Donc c'est l'exemple que vous avez ici où il y a quand même quelque chose de très visible qui marque l'endroit de la circoncision. Donc à partir de ces constats, on émet donc l'hypothèse que le dos des statues menhirs peuvent représenter donc cette verge circoncise car en premier lieu, le gland il est toujours visible. Le sillon balano-prépucial, lui aussi, il est systématiquement visible, donc c'est ce qui... c'est le sillon qui est juste sous la tête du gland, ce qu'on dit, voilà. Et il y a une distinction très claire et très nette entre la partie distale du corps du pénis et sa partie mésiale. Donc ça correspond, selon nous, aux sutures cicatricielles et à cet aspect différencié de la peau suite à la circoncision à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, suite à cette démonstration... 5 minutes. Suite à cette démonstration, ça nous permet de noter deux autres aspects. Donc, la circoncision qui est illustrée est une circoncision, c'est une vision polysémique de ces statues menhirs, et c'est une circoncision qui est faite à l'âge adulte, puisqu'on a ces sutures qui sont visibles. Au regard du résultat qu'on a sur les statues menhirs de Caroubier, mais pas que, on voit quand même qu'il y a ce V qui est dessiné sur le dos des statues menhirs. Il s'agit probablement, selon nous, d'une circoncision de type ablation annulaire en plusieurs temps. Excusez-moi. C'est une méthode chirurgicale qui est plus longue à pratiquer que la méthode classique. Donc, le gland va se retrouver avec le sommet donc dégagé et aussi au sommet du gland, donc un V rétrobalanique cicatriciel. Donc c'est le résultat d'une réorganisation de la peau qui fait que ce V il est toujours visible. Donc c'est l'exemple que vous avez ici dans cette statuette en ébène égyptienne. C'est aussi le type de chirurgie qui est visible dans la scène de circoncision à Saqqara. Voilà, c'est ce type de technique particulière. Je vais essayer de me dépêcher. Donc, la circoncision est donc une pratique qui existe partout dans le monde, qui est partagée par de nombreuses communautés, tant dans le temps que dans l'espace, donc depuis le paléolithique jusqu'à nos jours. Donc pour les périodes plus anciennes, la signification de cette modification n'est pas connue. Quant à la signification de cette transformation pour les périodes qui nous concernent, on a quand même trois significations. Pardon, je ne sais pas pourquoi c'est aussi... voilà. On a quand même trois réponses qui se dégagent. Donc d'abord un signe de classe, donc, qui permettrait de distinguer certaines classes d'autres, donc en particulier par exemple la classe sacerdotale en Égypte, d'autres métiers.
On a aussi un signe d'appartenance et d'identité. Donc à partir du moment où nous sommes circoncis, forcément les autres ne le sont pas, et c'est quelque chose de très visible, et ça nous distingue de ces autres groupes. Et c'est aussi, pour l'Égypte ancienne, un signe d'adhésion au culte impérial. Donc c'est ce qui fait, par exemple, que c'est une pratique qu'en Égypte va apparaître et disparaître au gré du temps, et aussi de l'envie et du lien de Pharaon avec la classe sacerdotale. Donc on peut quand même considérer que pour ces périodes qui nous concernent, le fait d'être marqué circoncis infère donc plutôt une idée d'identification et d'appartenance à un groupe particulier, qu'il soit ethnique, religieux ou social. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les implications de cet acte-là pour les statues minières de Kaori, et peut-être même plus largement pour le reste du corpus, parce que c'est quelque chose qui serait intéressant de vérifier. Pour ce qui concerne des constats, on sait donc que les statues minières de Kaori sont donc des représentations d'individus aussi, des représentations anatomiques, de personnes qui se tiennent debout, les mains sur les hanches, qui sont armées avec une épée qui est portée sur la poitrine avec un baudrier, qui sont vêtues, qui sont barbus, qui ont la bouche ouverte. Mais on parle aussi, et nous espérons l'avoir démontré, on parle aussi de verges qui sont circoncises à l'âge adulte et avec une technique chirurgicale complexe, essentiellement connue par des sources égyptiennes. Donc, les statues minières de Kaori constitueraient donc une synédocte, donc un guerrier figuré et mis en scène sur la face est et une verge circoncise sur la face ouest. Donc, les deux faces sont complémentaires et se répondent. Dans cette perspective, on a donc des guerriers qui sont réels, qui étaient probablement eux aussi circoncis. Pour ce qui est de l'interprétation, et là je finis, c'est la dernière diapositive, pourquoi il était donc nécessaire pour ces personnes-là de se représenter arborant cette caractéristique anatomique qui reste quand même particulière. Pour ce qui concerne le rite, pour autant qu'on puisse en juger, pour autant qu'on puisse en juger, la circoncision n'était pas pratiquée au néolithique dans l'espace corsosarde. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, avec ce phallus qui a été retrouvé en Sardaigne, où on voit bien un pénis qui est figuré, mais avec son prépuce, très visible. Donc les individus représentés à Kaour, s'ils étaient circoncis, c'est qu'ils ont adopté cette pratique au contact de groupes chez qui elle était, sinon courante, au moins où elle avait un sens. Donc concernant le rite, il reste à savoir comment ces contacts avec ces groupes-là, comment ils ont été possibles. Donc le contexte en Corse, à ce moment-là, on constate qu'à partir du bronze moyen, il y a une augmentation de la pression démographique et de la compétition. On peut se dire que la régulation sociale de ce type, de ce contexte social-là peut être le départ. Donc c'est des choses qu'on a pu constater ailleurs en Méditerranée, le départ comme solution pour des contextes sociaux particuliers. Le contexte méditerranéen à ce moment-là, qui est lui aussi marqué par des conflits et des tensions, dans ce contexte-là qui est conflictuel de manière plus ou moins permanente, on crée une demande de guerriers professionnels. Donc c'est dans ce cadre-là que les Chardanes jouent un rôle important. Donc c'est un groupe qui est présent dans les sources égyptiennes et acadiennes, oui, et là je finis, qui sont présents tout au long du 14e, oui, depuis Akhenaton jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc en général, c'est un groupe qui est présent dans les deux champs de bataille, on va dire, et du côté de Pharaon et de tous les autres contre qui il s'est battu. Donc, au vu de ce cadre général, le rôle de petits groupes sardes au Corse paraît possible. Donc, c'est des choses qui ont déjà été proposées par ailleurs. Ces groupes, ils ont pu être embrigadés ou enroulés comme mercenaires dans des troupes plus importantes. Donc, pourquoi pas aussi ces fameux Chardanes. Donc, ce serait au sein de ces troupes-là que ces quelques Corses auraient été amenés à pratiquer la circoncision, tant pour des raisons d'hygiène, mais aussi comme un signe d'appartenance à une élite particulière, qui est celle qui est en contact avec Pharaon. Et ces gens-là, quand ils sont revenus sur la Corse, ils ont ramené cette pratique
mais aussi leur épée. Et c'est quelque part les seuls deux signes extérieurs de leur appartenance et qui pourraient témoigner de leurs exploits lointains et de leur rang de guerriers d'élite quelque part. Donc ils étaient par conséquent, par ce rôle-là, bien placés dans la hiérarchie du pouvoir régional et ont été honorés à ce titre par des monuments commémoratifs dans lesquels leurs effigies sont mises en scène. Donc c'est d'une certaine manière ce que Roger de Grosjean avait déjà évoqué dans sa théorie du chapeau. Voilà, j'ai fini. Je suis désolée, c'était un petit peu long. Bien. Bon, nous tenons à vous remercier donc de cette communication. Je crois que dans ce domaine de comparatisme, il faut peut-être remercier surtout l'équipe masculine d'André Dana, peut-être, pour s'être prêtée à, disons, enrichir cette communication. Pas du tout, c'est pour ça que j'ai précisé au début, c'est bien des images médicales que vous pouvez tous trouver sur, bon, sur Internet. J'avoue que je suis un petit peu surpris, mais rien ne me surprend dans la mesure où il y a quand même quelque chose qui me surprend encore plus, c'est que nos ancêtres mégalithiques qui ont érigé ces monuments au sens propre du terme, eh bien, il se trouve qu'ils devaient avoir 2 méas urinaires, parce qu'il y a 2 cupules sur la tête des statues menhirs.